Mardi 25 novembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans votre Morning sur i24 News. Nous sommes ensemble pour 2 heures dont voici le sommaire. Faire des élections législatives anticipées, la loi sur le statut d'Israël comme État national du peuple juif divise toujours autant la coalition. Et si le Premier ministre israélien semble déterminé à la faire adopter, les chefs des partis centristes, vous allez le voir, s'y opposent fermement. Puis à défaut de trouver un accord sur le nucléaire iranien, les partis ont choisi de repousser la date butoir. Ce sera donc le 30 juin 2015, le nouveau terme pour un accord autour du nucléaire. Et puis enfin, en dernière partie d'émission, on parlera de l'ex-première dame de France, Valérie Trierweiler, qui part en campagne à l'étranger. Son livre « Merci pour ce moment » sera traduit en 12 langues, mais vous le verrez, les médias ne sont pas dans l'ensemble enthousiastes. Voilà, rebonjour à tous. On accueille ce matin sur ce plateau Yoshua Amichaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate israélien, également Cyril Amar, bonjour à vous. Bonjour Alain. On va tout de suite se rendre à Jérusalem, une semaine après l'attentat dramatique. On s'y rendra dans quelques instants. Notre envoyé spécial, Laber Dugo, s'y trouve, donc une semaine après cet attentat qui avait fait, je vous le rappelle, 5 morts à la synagogue du quartier de Har-Nof à Jérusalem. Cyril Amar, on va faire avec vous le point sur les gros titres de la presse israélienne ce matin. Alors évidemment, c'est les négociations, en tout cas les prolongations des négociations entre le groupe des 5+1 et l'Iran qui fait la une des quotidiens israéliens, mais pas seulement, vous allez le voir, puisqu'en une des 2 grands quotidiens iraniens, cette fois-ci en langue anglaise, l'Iran Daily et le Tehran Times, eh bien vous découvrirez ce matin cette même photo de famille, les représentants du groupe des 5+1 en compagnie à Vienne du chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif. Alors aucun accord a été signé, vous le savez, dans la capitale autrichienne. Les négociations seront donc prolongées de 7 mois, nous dit le Tehran Times, une nouvelle date butoir pour parvenir à un accord définitif d'ici le 1er juillet prochain, titre nos confrères du journal iranien, donc en langue anglaise. Il n'y a pas eu d'accord, écrit l'expert militaire du Haaretz, Amos Harel, mais ces négociations ont néanmoins constitué un tournant dans les relations entre Téhéran et les grandes puissances. Pourquoi ? Eh bien parce que cette période de pourparlers, estime le journaliste, aura permis de bâtir la confiance entre l'Iran et les États-Unis, une confiance qui devrait d'ailleurs leur permettre par la suite de justifier des positions beaucoup plus souples auprès de leur opinion publique américaine ou iranienne. Un avis que ne partage pas Boaz Bismuth dans les colonnes du Israël Hayom. La délégation iranienne espérait revenir de Vienne avec plus de centrifugeuses et moins de sanctions, écrit l'éditorialiste. Résultat des courses, elle rentre à Téhéran avec autant de centrifugeuses, mais pas avec moins de sanctions. Alors à Jérusalem, on est agréablement surpris de cette prolongation. Le mauvais accord tant redouté n'a pas été signé, renchérit Boaz Bismuth. Le monde est sans doute un peu naïf, mais il faudra plus à l'Iran qu'un président tout sourire pour effacer des décennies de mensonges et de ruses. Pour l'analyste Yossi Melman du Jérusalem Post, la décision de prolonger les pourparlers est clairement un aveu d'échec pour les Iraniens qui avaient juré de faire capoter les discussions sur si les sanctions n'étaient pas levées immédiatement. Pas étonnant donc qu'Israël se félicite de cette prolongation, renchérit le journal, d'autant plus que Éléonore, vous le savez, les négociations doivent théoriquement reprendre en décembre, et décembre, c'est juste avant l'entrée en fonction du nouveau Congrès américain où les républicains, vous le savez, sont partisans d'un durcissement de la politique vis-à-vis de l'Iran, donc voilà qui devrait réjouir le gouvernement Netanyahou. Mais un mot peut-être justement sur les réactions de Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'Israël est vraiment rassuré de la prolongation de ces négociations, Yoshua Amichaf ? Écoutez, on sera rassuré quand il y aura la certitude que l'Iran ne peut pas développer son programme nucléaire, mais je pense effectivement que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où 6 mois de prolongation, ça veut dire 6 mois de sanctions supplémentaires, comme elles sont appliquées aujourd'hui, 6 mois de pression politique constante sur les Iraniens qui... Et 6 mois aussi où les Iraniens peuvent développer, peuvent faire avancer leur programme nucléaire également. Écoutez, ils sont quand même sous observation très stricte aussi de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc je crois que c'est pas pour rien qu'ils ont, vous savez, ils ont bluffé jusqu'au bout en disant voilà, s'il n'y a pas d'accord, on s'en va, etc. Pour finir, ils ont quand même...
pas dire capituler, mais ils ont accepté, ils ont dû accepter. C'est un échec ou une capitulation des Iraniens ou plus des Occidentaux? Non, j'ai pas dit, justement, je vais éviter le mot capitulation, mais ça ne correspond pas à ce que les Iraniens avaient dit jusqu'à très récemment. S'il n'y a pas d'accord jusqu'à la date butoir, on fait tout exploser. Pour finir, ils ont dû céder à la pression. Il faut savoir que les sanctions occidentales frappent l'économie iranienne de manière tout à fait importante. On n'en parle pas assez. Et 6 mois de plus de ce traitement-là peut-être amener même un gouvernement extrémiste et problématique comme celui de Téhéran à de meilleurs sentiments. Si on ne parvient pas par la conviction, on parviendra peut-être par la sanction. En tout cas, je pense effectivement que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, affaire à suivre. Oui, donc on continue, et puis avec cette analyse de l'analyste politique du Times of Israel, ce site d'information en ligne israélien en langue anglaise. Pas de mauvais accord effectivement pour Israël, mais pour autant l'Iran va incontestablement rester un État au seuil du nucléaire. Voilà donc ce qu'estime Raphaël Arène dans les colonnes de ce journal. Le démantèlement total des installations nucléaires iraniennes, si ardemment exigé par Netanyahou, n'est plus à l'ordre du jour. Alors avec un Iran quasi nucléaire, la politique israélienne a-t-elle échoué? C'est la question que pose ce matin l'analyste. Le Premier ministre Netanyahou, qui a construit toute sa carrière politique sur cette promesse, celle d'être le garant de la sécurité d'Israël. Il a longtemps insisté sur la gravité de la menace nucléaire iranienne, la plus grave selon lui, qui pèse sur Israël. Mais l'évolution des négociations avec l'Iran l'a démenti. Elle a généré en lui beaucoup de frustration et ne garantit en rien la sécurité d'Israël. Merci Cyril Lamar. Donc, je vous le disais en début d'émission, on va tout de suite se rendre à Jérusalem, une semaine après l'attentat qui a fait 5 morts à la synagogue de Arnov, dans ce quartier mitoyen de celui de Givat Shaul en plein Jérusalem-Ouest. On y retrouve notre correspondante Léa Berdugo. Léa, bonjour. Une semaine s'est écoulée depuis cet attentat meurtrier. Donc, une semaine après, quels sont les changements que vous constatez, vous qui êtes sur place? Écoutez, la vie a repris son cours, mais la population reste choquée après l'attaque qui s'est déroulée la semaine dernière, où vous l'avez rappelé, 5 personnes ont trouvé la mort. Alors, les étudiants étaient là ce matin au sein de la synagogue où nous nous trouvons, où l'attaque s'est déroulée la semaine dernière. Les fidèles de la synagogue sont venus ce matin prier, mais la population est toujours choquée après ce qui s'est passé. D'ailleurs, une cellule psychologique a été mise en place hier au sein de la ville par une association communautaire pour faire face au choc entraîné par l'attaque qui s'est déroulée la semaine dernière. Alors, autre conséquence, une extrême méfiance envers les habitants de Jérusalem-Est qui étaient nombreux à travailler pour des employeurs juifs ici, mais l'attaque de la semaine dernière a changé les choses et la confiance ne semble pas être revenue pour l'instant. Alors, on sait qu'hier de nouveaux heurts ont éclaté entre arabes et juifs, qui sont soldés par 2 jeunes d'une yeshiva poignardés. Est-ce qu'on en sait plus sur cet incident, sur cet événement? Non, il y a une confusion extrême autour de cet incident. Alors hier soir, on nous indiquait une attaque terroriste. Ensuite, on nous indiquait un affrontement entre des étudiants de Yeshiva et des habitants de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, la confusion est toujours présente. Alors il semblerait qu'un homme d'une 40aine d'années et un autre homme d'une 30aine d'années aient été blessés lors d'affrontements avec des habitants de Jérusalem-Est. L'un aurait été poignardé, l'autre aurait été battu. Ils auraient été évacués vers un hôpital pour y être soignés afin de recevoir des traitements. Donc là, une extrême confusion. On aura plus de précisions dans la journée. Merci beaucoup, Léa Berdugo, en direct de la synagogue de Arnov à Jérusalem. On reviendra vers vous tout au long de cette émission. Yoshua Amishav, on parle de cet incident. Tout le monde s'est rué pour dire qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Finalement, il s'agirait de heurts entre jeunes qui s'est mal terminé, mais ça dénote tout de même de tensions qui persistent à Jérusalem. Et c'est comme la discussion qui a lieu ces jours-ci. Est-ce qu'on a fait une 3e intifada ou pas? Ça ne sert à rien de s'occuper, enfin pas à grand-chose en tout cas, de s'occuper de sémantique. Il y a une atmosphère empoisonnée qui s'est installée, ça fait quelques semaines. Je pense qu'on peut la faire partir de l'enlèvement et de l'assassinat, bien entendu, des 3 jeunes en juin, et puis l'opération Roche Protectrice. Et puis tout ça a mis en marche un processus qui maintenant inclut toute la question du mont du Temple, l'affaire d'El-Aqsa. Ce qui est effrayant, c'est que quand vous allez voir les réseaux sociaux, vous voyez
que la parole raciste, des deux côtés d'ailleurs, hein, la parole d'incitation à la haine, s'est complètement lâchée. Et ce que vous ne voyez pas, par contre, dans les deux camps, et moi en tant qu'Israélien, bien entendu, je regrette plus particulièrement ce qui se passe chez moi, vous ne voyez pas d'intervention des autorités de l'État, de rappel à l'ordre digne de ce nom, de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ni faire, ni écrire. Le contrôle de ces, peut-être pas des réseaux sociaux, mais en tout cas de la parole raciste, il y en a. Écoutez, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, vous avez au contraire, vous avez des personnalités politiques de premier plan qui s'expriment comme des pyromanes. Au lieu d'essayer d'éteindre l'incendie ou de baisser les flammes, vous avez des gens, encore une fois, je le répète, en première ligne, dont certains passent leur temps de manière systématique à essayer de créer d'autres incidents, d'empoisonner encore plus. D'inciter presque à la haine et à la violence. Absolument. Justement, Léa Berdugo nous parlait tout à l'heure de ce sentiment de méfiance qu'ont les Israéliens et les Juifs israéliens envers les habitants de Jérusalem-Est. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rétablir une certaine mesure de confiance à Jérusalem, selon vous ? C'est une question extrêmement difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre au frigo pour le moment, toutes sortes d'initiatives de la municipalité de Jérusalem qui, dans la période actuelle, ont attendu jusqu'ici et peuvent très bien attendre encore. Comme les constructions, par exemple, des projets de comme construction. Comme l'instruction donnée aux pakachim, aux inspecteurs de la ville de Jérusalem, de serrer la vis dans les quartiers arabes, de faire plus de contrôles fiscaux, d'entrer dans les négociations, etc. Oui, mais d'un autre côté, il faut bien rassurer la population de Jérusalem qui a quand même été terrorisée par ces attentats, ces divers attentats. Il y a quand même eu une vague d'attentats à Jérusalem. Éléonore, hier j'étais avec des amis italiens dans le quartier de Mamilla et à un moment on a vu deux policiers qui contrôlaient deux jeunes arabes, donc ils tenaient leur carte d'identité. Et vous avez toujours un quart de moment de malaise quand vous voyez ce spectacle. Et d'un autre côté, je me suis dit tout de suite, et je leur ai dit, parce qu'évidemment, en venant d'Europe, ils ne sont pas spécialement habitués à ce genre de situation. Je dis, c'est normal. Voilà la situation dans laquelle on est réduite. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, par la faute de terroristes comme ceux qui ont perpétré ce crime abominable la semaine passée dans la yeshiva de Har-Nof, c'est vrai que par la faute de 0,1%, 99,9%, aujourd'hui, des Arabes de Jérusalem-Est sont dans le collimateur. Ils ne peuvent plus vraiment se déplacer sans être contrôlés, etc. D'un côté, je le répète, c'est un spectacle qui crée un malaise. De l'autre côté, c'est normal. Le premier droit du citoyen israélien, le premier droit de l'homme en général, c'est de vivre dans la sécurité. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a aucune discussion, ni entre gauche et droite en Israël. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant en parallèle de ces mesures de sécurité. Absolument. Le tout répressif ne suffit pas, et ça, on ne veut pas le comprendre, et on assiste, je le répète, et c'est pas que de l'autre côté, les prédicateurs religieux et les autorités politiques soient plus, se comportent de manière plus raisonnable que chez nous. Simplement, avec des pyromanes des deux côtés, on est à deux pas d'une catastrophe. Ça doit s'arrêter maintenant. Un mot peut-être sur la dérive raciste, effectivement, peut-être pour apporter un petit bémol à ce que dit Yoshua Meshab, c'est que dans les plus hautes sphères de l'État, quand même, après la décision controversée du maire d'Ashkelon de bannir les ouvriers arabes de certains chantiers publics de la rive, on a quand même vu des déclarations assez fortes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a annoncé qu'il n'y avait pas de place pour la ségrégation, pour la discrimination, qu'il ne fallait pas stigmatiser la population arabe, et même de la part de celui qui est souvent perçu, vous avez raison, comme un pyromane, Naftali Bennett, le chef de file de la droite radicale, qui a dit que 99,99%, il vous rejoint en ce sens, des Arabes israéliens étaient fidèles, prêtaient allégeance à l'État d'Israël. Une condamnation à l'unanimité de la classe politique israélienne. Dans le cas d'Ashkelon, c'est incontestable, mais on va certainement y arriver. Par exemple, ce nouveau projet de loi sur l'État-nation, il est évident qu'il diffuse un message, il ne faut pas tourner autour du pot, il diffuse un message qui est très clair, quels que soient les emballages qu'on veut mettre tout autour, et c'est la dernière chose à faire dans la situation actuelle. Un dernier mot sur cette nouvelle mesure de sécurité qui a été annoncée il y a quelques semaines. Ce n'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre. C'est la destruction des maisons de terroristes. Vous pensez que c'est une mesure dissuasive ? Vous pensez que c'est une bonne mesure à prendre ? Écoutez, je n'ai pas, franchement,
j'ai pas les éléments pour vous dire si c'est dissuasif ou pas, parce que je sais que dans l'establishment militaire, par contre, il y a des dissensions. Donc si les spécialistes de la question ne sont pas d'accord entre eux, c'est pas moi qui vais... simplement, là aussi, je voudrais que la loi soit la même pour tout le monde. Si on détruit les maisons des terroristes palestiniens, moi, a priori, c'est quelque chose que je peux éventuellement comprendre pour essayer quand même de faire réfléchir, faire en sorte que les gens qui s'apprêtent à faire un attentat sachent que derrière, il va y avoir un drame pour toute la famille, etc. Bon. Mais à ce moment-là, la loi doit être la même pour tout le monde. La maison d'Yigal Amir, par exemple, à Herzliya, 20 ans après l'assassinat de Rabin, est toujours debout. La maison des 3 juifs qui ont assassiné qui ont brûlé vif ce jeune arabe de Jérusalem-Est début juillet, est toujours debout. Alors encore une fois, si nous ne voulons pas, je n'ai pas à prendre position sur le fait de détruire ou pas les maisons, je dis simplement, si nous ne voulons, mais bien entendu, si nous ne voulons pas qu'il y ait dans ce pays une justice à 2 vitesses, et un système que nous ne voulons pas voir apparaître ici en Israël, à ce moment-là, la loi doit être la même pour tous. Malheureusement, pour le moment, elle ne l'est pas. Allez, on va justement parler de ce projet de loi qui fait beaucoup parler et qui risque de faire imploser le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le vote de la loi donc sur l'État-nation qui divise et qui a été repoussé d'une semaine à la Knesset. Mais le Premier ministre a déjà prévenu qu'il userait de tous ses pouvoirs pour la faire passer. Écoutez ce sujet signé Léa Berdugo, on en reparle juste après. Le vote a beau être repoussé d'une semaine, la colère reste vive au sein de la coalition. Les ministres de la Justice et des Finances, Tzipi Livni et Yair Lapid, ont averti le Premier ministre. Ils ne soutiendront pas en l'état la loi controversée renforçant le caractère juif de l'État d'Israël. Benyamin Netanyahou travaille donc sur une version plus équilibrée du texte. Toutefois, le Premier ministre se montre catégorique. Il est préférable de parvenir à un large accord sur la loi. Mais je suis déterminé à passer ce projet de loi avec ou sans consentement. Du côté des intéressés, on ne faiblit pas sous la menace. Tzipi Livni maintient son opposition à certains principes présents dans le texte. Elle a accusé Benyamin Netanyahou de promouvoir une loi reléguant une partie de la population à un statut de seconde classe. Le sionisme signifie à la fois un État juif et un État démocratique. On ne s'écartera pas de ces principes, ni aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine. Le ministre des Finances, Yair Lapid, a lui aussi fustigé une loi qui ferait régresser la société israélienne, et tout cela pour des intérêts politiques. Pour l'opinion publique, si l'on en croit la presse, on entend que chaque jour il y a une nouvelle crise dans la coalition, et à chaque fois sur un nouveau sujet, mais c'est faux. Il s'agit des mêmes crises tout le temps, la loi sur la nationalité, la TVA, la médecine privée. C'est la même politique vers laquelle on essaie de nous ramener, vers des jeux d'intérêt, vers la corruption. S'ils tiennent parole, Tzipi Livni et Yair Lapid voteront contre ce projet de loi la semaine prochaine. S'il n'est pas amendé dans leur sens, Benyamin Netanyahou devra donc choisir entre de nouvelles élections ou constituer une coalition avec de nouveaux partenaires. Yeshua Michav, est-ce que le gouvernement Netanyahou, selon vous, est en train de vivre ces dernières heures, ces derniers jours ? Les psychodrames à l'israélienne, on rigole beaucoup de la politique italienne, mais moi je peux vous dire qu'on n'a rien... On n'a rien à envier aux Italiens. Non, au contraire, parfois ils peuvent même prendre des leçons chez nous. Bon, les psychodrames à l'israélienne, c'est quelque chose à laquelle on est rompu depuis très longtemps. Ceci dit, là, il y a quand même, peut-être contrairement à ce que dit Yair Lapid, avec tout le respect bien entendu dû au ministre des Finances, il y a un vrai combat idéologique cette fois-ci autour de cette loi de l'État-nation. Vous pensez que c'est un combat idéologique, oui. Pas seulement des politiques, des luttes intestines ou des politiques intérieures, ouais. Non, je pense sincèrement que c'est un combat. Il y a depuis longtemps 2 âmes qui s'affrontent dans ce pays. Est-ce que c'est un État... Quel genre d'État juif est-ce que ça va être? Parce qu'il y a consensus, bien entendu. Tout le monde veut, y compris à gauche, à droite, que ce soit reconnu comme l'État-nation du peuple juif. Maintenant, la question est pourquoi faire? Est-ce que c'est pour construire une espèce de ghetto armé, une espèce de Masada
au sein de laquelle le peuple juif va pouvoir se réunir bien entre nous, bien au chaud, et détester le monde entier autour de nous, et faire bien comprendre aux minorités nationales qui vivent en Israël, 20% de la population quand même, qu'elles ne font pas partie du jeu et qu'elles doivent se tenir... La définition même de l'État-nation. Non, c'est pas la définition de l'État-nation. Non, qu'elles ne font pas partie voilà, de la définition de l'État-nation. Qu'elles ne font pas partie et qu'elles doivent se tenir tranquilles et pas formuler trop d'exigences parce que ça pourrait mal tourner pour eux, c'est ce qui est dit en sous-main. Ou est-ce que c'est un État juif, comme le veut la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, avec une vocation humaniste, universaliste, qui n'accorde pas, c'est pas une faveur, qui... proclame son intention d'être un État où tous les citoyens jouiront des mêmes droits. Vous savez, la Knesset d'aujourd'hui ne voterait, et c'est terrible à dire, ne voterait probablement pas la déclaration d'indépendance si elle était soumise comme projet de loi. Est-ce que c'est un État qui va être basé sur la vision des prophètes d'Israël qui sont explicitement évoqués dans la déclaration d'indépendance avec tous leurs messages universalistes et humanistes, ou est-ce que c'est un État première mouture dont je parlais il y a quelques instants? Mais est-ce qu'il y a une contradiction même dans justement la définition de l'État d'Israël comme un État juif et démocratique? Qu'est-ce que ça veut dire un État juif et démocratique? Mais alors justement, ce qui se passe aujourd'hui, moi je trouve que c'est une tragédie, en tant que juif, je dis pour moi c'est une tragédie. Vous avez des gens extrêmement importants, des formations politiques de premier plan, qui sont occupés à créer une opposition entre ces deux concepts, qui sont occupés à faire comprendre que plus l'État d'Israël sera juif comme eux entendent l'acception de cette notion d'État juif, moins il sera démocratique. Mais moi, je ne connais pas une chose plus terrible à dire. Je pense qu'on peut parfaitement concilier les deux valeurs. Ça s'est fait jusqu'ici, ça s'est fait dans la difficulté, ça n'a jamais été rose. Est-ce qu'Israël peut être un État juif sans être discriminatoire envers les autres minorités nationales? Mais bien sûr. Pourquoi? Est-ce que le judaïsme implique la discrimination de tous ceux qui ne sont pas juifs? Je veux dire, c'est une absurdité complète. Or maintenant, ce qu'on est occupé à voir, c'est que, vous savez, dans ce texte de l'État-nation, il y a toutes sortes de choses. Il y a par exemple l'annulation de la langue arabe comme deuxième langue officielle de l'État d'Israël. On ne fait pas attention à ça. Elle aura un statut particulier, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais elle n'est plus. Après, vous avez l'introduction du droit hébraïque, du droit juif, du droit de la halakha, disons, comme source d'inspiration pour le législateur et pour les juges. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, je pense aux femmes ici en Israël. Si le système judiciaire israélien, le système d'État, va commencer à ressembler à celui des tribunaux rabbiniques, je pense que 52% de femmes en Israël ont beaucoup de mourons à se faire. Donc je pense qu'on est engagé là dans un... Moi je pense, Éléonore, très sincèrement, que c'est un choc idéologique et je ne sais pas, ce qui m'encourage, c'est que les camps ne sont pas monolithiques. Et ce matin, dans le journal Haaretz, il y a un article spectaculaire de Moshe Arens, un des dirigeants historiques du Likoud, un dirigeant historique de la droite israélienne, qui s'exprime avec force contre cette nouvelle loi en disant qu'elle est inutile et dommageable. Est-ce qu'on peut espérer que le Likoud et tous ses dirigeants fassent attention à ce que disent le vieux patriarche Moshe Arens de la droite israélienne? Moi je l'espère. Comme les choses ont l'air de se dérouler, j'en suis pas sûr. Allez, on va écouter tout de suite un clash qui a eu lieu hier à la Knesset, un de plus, parce que vous savez que les sessions en ce moment au Parlement israélien sont extrêmement houleuses. Il s'agit du député du Parti Balad, parti arabe israélien, Zakhlake, qui a traité Moshe Feiglin, député du Likoud, de fasciste et qui s'est fait évacuer juste après. Voilà, vous voyez ces images en direct, sous le regard... circonspect de Sheli Yachimovitch. Voilà le député Jamal Zakhlake qui se fait évacuer après avoir traité Moshe Feiglin de fasciste. Vous trouvez ça normal? Mais j'ai dit il y a quelques minutes... Ce genre de crise, d'éclat comme ça dans une institution... Écoutez, d'abord, on est entré, si pas en période électorale, on est entré en période préélectorale, ça c'est certain. Donc maintenant, chacun va commencer à faire son show. Et je parlais de pyromane là, tout à l'heure, mais Zahhalka et Hanin Zohabi, par exemple, qui sont les députés les plus radicaux... du même parti Balad, du même parti Balad, qui est un parti séparatiste, qui est un parti...
qui est l'extrême droite arabe, pour moi, si je peux caricaturer un petit peu en employant des termes qui sont peut-être pas exactement appropriés, mais enfin, qui sont vraiment l'aile la plus extrémiste, si vous voulez, de l'opinion publique arabe, sont des pyromanes aussi. Et je vous dis, ce sont des gens dangereux parce que ce sont des gens qui, Zahranka et Hanin Zohabi, ce sont des gens qui se lèvent le matin en se demandant qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour torpiller encore plus ce qui reste de la coexistence judéo-arabe dans ce pays. Alors que moi, je reste convaincu, Éléonore, je reste convaincu que l'écrasante majorité, aussi bien dans la population juive, la population arabe, veut chercher un moyen de vivre ensemble. C'est pas une question d'amour, c'est une question de compréhension de la situation. L'histoire et la géographie nous ont mis ensemble. Et ni les Juifs ne retournent d'où ils sont venus, ni les Arabes ne quittent l'État d'Israël, contrairement peut-être aux rêves de certains. Donc voilà, il faut qu'on vive ensemble. Je pense que la majorité, dans les deux populations, la majorité des gens en sont bien conscients. Et puis vous avez les pyromanes. Le problème, c'est qu'il suffit de très peu de gens. Il faut énormément de monde pour construire quelque chose de positif et de louable. Il faut très peu de gens pour mettre tout ça par terre. Et aujourd'hui, nous avons dans les deux camps, je le répète, des pyromanes qui sont occupés à saboter tout ce qui peut l'être et qui mettent en marche des processus qu'à la fin, même la majorité de la population ne pourra peut-être pas arrêter. Et ce jour-là, je pense qu'on aura tous l'occasion dramatique de le regretter parce que les résultats seront très graves. Mais c'est pas la première fois, Cyril, je pense que vous n'allez pas me contredire qu'il y a des clashs, des heurts comme ça qui explosent à la Knesset entre différents partis politiques. On se souvient d'une députée qui avait même lancé un verre à un député arabe, lancé un verre d'eau. En même temps, c'est le propre même des démocraties et il est souhaitable que ce genre de clash ait lieu au sein même du Parlement. C'est la force même du... Tant qu'on n'y arrive pas à des moyens physiques, oui, quand même. Oui, mais c'est le jeu de la démocratie. C'est là où s'exprime toute la diversité des opinions. Ça, c'est pas finalement une mise en scène presque Non, je crois pas. Non, c'est pas la première fois que des députés se font traiter de fascistes. On a vu pire. On a vu des députés se faire traiter de nazis. D'ailleurs, un projet de loi, en tout cas, je me souviens plus s'il est passé, mais en tout cas, un projet de loi interdit aujourd'hui l'utilisation du mot nazi au Parlement et dans le débat public. Juste après, justement, ce tout à fait. Mais peut-être un mot sur l'acharnement de Benyamin Netanyahou à faire passer cette loi. Alors qu'on sait que le Conseil juridique y est opposé, qu'il estime que cette loi va affaiblir le caractère démocratique de l'État d'Israël. On comprend mal, Yehoshua Meshav l'a rappelé dans la déclaration d'indépendance, le mot État juif est rappelé à 29 reprises dans les lois fondamentales sur la dignité notamment. Cette juxtaposition des termes État juif et démocratique est également mentionnée. Donc, si vous demandez aujourd'hui à un arabe israélien est-ce que l'État d'Israël est un État juif, encore une fois frappé de l'étoile dont le drapeau est frappé de l'étoile de David, dont l'hymne national rappelle très clairement des références au judaïsme. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi supplémentaire? Donc on comprend mal l'acharnement, à moins qu'on se souvienne d'une date qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est celle du 25 décembre, c'est la date des élections primaires du Likoud, et là on comprend mieux dans ce contexte pourquoi Benyamin Netanyahou cherche peut-être à durcir le ton pour séduire un électorat de droite qui est en train de lui échapper au profit de Naftali Bennett. Merci Cyril Lemar, merci Yehoshua Meshav, vous restez avec nous. Dans un instant, on parlera de cette date butoir qui a été repoussée à 7 mois supplémentaires, celle pour trouver un accord nucléaire iranien. Quelles conséquences autour de ce premier échec? On en reparle dans un instant, juste après un journal. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous en ce mardi 25 novembre. On va retourner sur cet échec des premiers pourparlers entre l'Iran et les 5 puissances. Comme vous le savez, la date butoir du 24 novembre a finalement été repoussée. Les Iraniens et les Occidentaux se sont donné 7 mois supplémentaires afin de trouver un accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Regardez. Le suspense a pris fin au Palais Cobourg de Vienne. Entre l'Iran et les grandes puissances, il n'y a pas eu d'accord, mais les protagonistes ont convenu de se retrouver dès le mois prochain à Oman. Les négociations vont se prolonger jusqu'à l'été 2015.
En ce qui concerne les lacunes, aussi loin que la partie iranienne est concernée, mais aussi les principaux négociateurs des 5+1, nous n'étions pas en mesure de réussir aujourd'hui. C'était la bonne décision d'arrêter avec les progrès réalisés. C'est une grande chance de mettre fin à plus de 10 ans de différend. Mais nous comprenons aussi la responsabilité, non seulement pour nous 6, mais aussi pour les autres pays dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient, qui a justifié les craintes sécuritaires à propos d'un programme nucléaire iranien. Auch neue Ideen müssen überprüft werden. Davantage de temps pour examiner tout cela. Mais en ce qui concerne la France, l'objectif reste le même, essayer, si c'est possible, de trouver un accord qui aille dans le sens de la sécurité et de la paix. Quels sont les progrès? Merci beaucoup. Ce résultat préserve théoriquement les chances de dialogue, mais il constitue aussi un semi-échec par rapport à l'ambition affichée en début de semaine de conclure un accord définitif sur le nucléaire iranien. Prudence aussi, car cet enlisement diplomatique pourrait provoquer une levée de boucliers chez les républicains au Sénat américain, mais aussi à Téhéran, où les conservateurs pourraient exercer de nouvelles pressions sur le président Hassan Rouhani. Nous ne voulons pas seulement n'importe quel accord, nous voulons le bon accord. Depuis qu'il est entré en fonction, le président Obama a toujours été clair sur ce point. Nous devons nous assurer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Ce mardi soir, Benyamin Netanyahou s'est félicité qu'aucun accord n'ait été conclu. Pour le Premier ministre israélien, le combat contre le nucléaire iranien continue. Voilà, on accueille ce matin sur notre plateau Ali Waked, bonjour, consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et musulman. Également Elie Carmon, bonjour. Vous êtes professeur et spécialiste de lutte antiterroriste et de questions stratégiques au centre interdisciplinaire d'Herzliya. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce matin, on va tout de suite se rendre à Vienne, là où se trouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors, une nouvelle date a été fixée, une nouvelle date butoir pour arriver à un accord entre Téhéran et les grandes puissances au 30 juin 2015, c'est exact ? C'est exact, et une nouvelle date au pluriel, Éléonore, bonjour, puisqu'il y a d'abord cette date de fin février, 1er mars 2015, c'est-à-dire cette date où les 5+1 et l'Iran doivent s'assurer des contours du futur accord qui sera normalement décidé jusqu'au 30 juin 2015. Alors la question se pose, et elle a été posée par l'intéressé lui-même, le principal intéressé, John Kerry, hier en conférence de presse, le secrétaire d'État américain. Que se passera-t-il si les 5+1, donc les 6 puissances et l'Iran ne parviennent pas à établir les contours d'un pré-accord jusqu'au fin février, début mars 2015 ? Eh bien, ils devraient normalement réétudier cette question d'un accord et voir comment ils peuvent avancer alors qu'ils n'ont pas pu le faire pendant 1 an et demi de discussion. Alors, on a entendu hier que les partis faisaient état d'importants progrès. Quelles sont les rumeurs qui circulent à Vienne dans les coulisses de la diplomatie ? Écoutez, ici, on a l'impression vraiment que le terme de importants progrès ou progrès positifs, ce sont des termes plutôt diplomatiques, parce que c'est un revers déguisé tant pour Hassan Rouhani, le président qualifié de modéré, le président iranien, que Barack Obama. Pourquoi ? Parce que Barack Obama, d'ici janvier, perdra le contrôle concrètement du Sénat et de la Chambre des représentants. Rouhani avançait dans son pays une ligne modérée avec Jawad Zarif, et finalement, il a été attaqué directement de manière implicite par le ministre de la Défense, qui est des plus conservateurs et qui dit que l'Occident n'était pas intéressé par un accord, il ne servait donc à rien, ne servait pas de continuer à négocier. Bref, ce qui se dit ici, c'est que les Iraniens ne voulaient pas d'une poursuite des négociations et qu'ils ont obtenu finalement une maigre contrepartie, contrepartie que n'a d'ailleurs pas reçue la communauté internationale, si ce n'est de continuer à respecter les termes. En tout cas, l'Iran s'est engagé à respecter les termes du pré-accord intérimaire du 24 novembre. Et l'Iran a obtenu 700 millions de dollars en tout cas la poursuite. Parce qu'il faut concrètement, je vous le disais hier, Éléonore, l'Iran a gagné 7 milliards de dollars d'avoir gelé depuis novembre 2013. Il y a eu cet effet d'annonce. Patatrac, l'Iran va obtenir en guise de cadeau de poursuite des négociations 700 millions de dollars par mois. Si vous faites le calcul, 24 novembre 2013, 24 novembre 2014, c'est exactement 7 milliards. Donc il y a des effets d'annonce, mais pas finalement des effets et des résultats concrets. Merci beaucoup Mathias Inbar, notre envoyé spécial en direct de Vienne. Elie Carmon, qui sort
vainqueur ou perdant de ce dernier round de négociations, selon vous? Je crois que les deux parties étaient intéressées à prolonger ces négociations dans la situation très complexe qu'il y a maintenant dans le Proche-Orient. Surtout la lutte contre le Daesh. Les deux parties ont l'intérêt à continuer la lutte, pas ensemble, mais chacun a ses intérêts. Les États-Unis a sa coalition et l'Iran d'autre part. Et aussi parce que je crois le président Obama veut terminer sa présidence dans 2 ans sans qu'il soit vu comme perdant dans le conflit sur le nucléaire iranien. Et les Iraniens qui, pour le moment, ont le temps de continuer peut-être même une partie secrète. Dernièrement, le New York Times a publié un article en mettant l'accent qu'il n'y a pas seulement le plan ouvert, qu'on le sait maintenant, mais un des problèmes de l'Occident, c'est justement de tenter de trouver s'il n'y a pas encore un projet souterrain, secret, que les Iraniens continuent à développer. Et cela, c'est une partie des négociations, comment faire contrôler le territoire iranien pour ne pas avoir une surprise stratégique dans plusieurs mois. Alors justement, vous venez de l'évoquer, hein, le risque de ces prolongations des négociations, c'est effectivement que Téhéran continue à développer son programme nucléaire pendant ces 7 mois, Ali Waqued? Eleonore, les Occidentaux n'ont pas dissimulé le fait qu'ils voulaient voir un accord avec l'Iran presque à tout prix, mais le minimum des Occidentaux n'a pas rencontré le maximum que cherchaient les Iraniens. Les Iraniens ont prouvé au cours de cette décennie, au cours de ces dernières années, que leur façon de dissimuler la vérité de leur programme nucléaire était vraiment un chef-d'œuvre. Ils ont réussi à cacher, ils ont réussi à continuer à enrichir l'uranium malgré les sanctions internationales, malgré des groupes d'inspection qui ont visité l'Iran à plusieurs reprises. À mon avis, quand vous posez la question qui sort gagnant de cet accord, il faut se poser la question qui est l'Iran. Est-ce que l'Iran c'est celle du guide suprême ou est-ce que l'Iran c'est celle de l'aile réformiste? En ce qui concerne le centre de la prise de décision, il n'y a pas de doute, c'est le guide suprême, c'est le camp conservateur. C'est pour cela qu'il faut se douter quand on parle des écarts qui ont été rapprochés entre occidentaux et entre l'Iran. Donc, quels sont ces écarts? Mathias a bien dit que les Iraniens ont reçu un cadeau de 700 millions de dollars à base mensuelle, ce qui permet à l'économie iranienne de se récupérer, ce qui permet au régime iranien de continuer d'une manière ou d'une autre son plan nucléaire, et de l'autre côté d'essayer de donner, d'aider, de soutenir l'économie qui était très affaiblie grâce à ces sanctions internationales. Bon, c'est très clair dans ce que vous nous dites, ce sont les Iraniens qui sortent les grands vainqueurs, puisque d'un côté, une certaine levée des sanctions qui leur permettent de respirer économiquement, et de l'autre côté, finalement, ils peuvent continuer à développer leur programme nucléaire? Je ne suis pas sûr qu'économiquement, ils sortent gagnants, parce qu'ils font des investissements énormes pour la lutte, pour soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad, le régime de Bachar el-Assad, pour soutenir les Irakiens chiites dans la lutte contre le Daesh en Irak. Et même sur le plan de son économie et du pétrole, les prix du pétrole sont en baisse. Donc, même les revenus qu'ils ont maintenant sont encore en baisse. Mais dans la négociation, ils n'ont pas fait vraiment de compromis important. C'est ça. De leur point de vue, ils peuvent attendre peut-être encore 1 an, 2 ans, voir comment ça va se passer avec la présidence aux États-Unis. Et aussi, le président Obama a envoyé une lettre il y a quelques semaines à Ayatollah Khamenei, ce qui montre qu'il comprend très bien qui décide en Iran. Et aussi, il a voulu peut-être convaincre les Iraniens qu'avant le changement du Sénat et du Congrès, qui sont beaucoup plus opposés maintenant avec les républicains, à un compromis avec les Iraniens, ils doivent être plus flexibles. Je ne crois pas que les Iraniens ont changé vraiment. Et donc le résultat ou le compromis, c'est de continuer les négociations. Alors, de ce que vous dites, il me semble que vous dites en fait que c'est l'État islamique qui a réhabilité les Iraniens sur la scène internationale, sur la scène de la diplomatie internationale. C'est ce compromis et cette unanimité autour de l'État islamique qui fait que les Iraniens sont un partenaire potentiel de lutte
à mon avis, c'est une erreur si le président Obama vraiment pense que les Iraniens sont des partenaires dans la lutte contre le Daesh. Au contraire, les Iraniens ont peur du Daesh parce qu'ils ont peur que les sunnites, les Kurdes sunnites, les Baloutches sunnites, les Arabes sunnites en Iran peuvent aussi être influencés par le Daesh. Donc, du point de vue américain, s'ils coopèrent avec les Américains, c'est une grande erreur stratégique. Mais comment tous sont vraiment impliqués et ils ont peur de ce que peut faire le Daesh. Pour le moment, je crois, ils sont intéressés à un compromis temporaire. J'aimerais un mot quand même sur la prolifération nucléaire et puis peut-être la course à la bombe atomique que cet accord ou ce non-accord avec l'Iran pourrait entraîner. Est-ce qu'il y a un risque dans la région que d'autres pays veuillent également se munir de l'arme nucléaire? Absolument, Léonore, mais si vous permettez, je voudrais revenir un peu à ce qu'a dit le professeur Carmon. À mon avis, qu'ici en Israël, on n'apprécie pas ça, mais plusieurs acteurs occidentaux regardent surtout ces derniers mois l'Iran comme un élément stabilisateur de la région, malgré le soutien de l'Iran au régime Bachar Assad, parce que maintenant on n'est pas... Nouveau président? Surtout après Rouhani, parce que si vous regardez la campagne anti-État islamique n'inclut pas la lutte anti-Bachar Assad, et du coup on se trouve, tout le monde parle de cette campagne anti-État islamique et les acteurs dans cette coalition directe ou indirecte, l'Iran fait partie, le Hezbollah fait partie. Ça c'est un point. Deux, il y a sans doute, si les Israéliens ont raison d'une façon très forte dans leur analyse du risque du plan nucléaire iranien, c'est que ça va ouvrir une course nucléaire dans la région. Les pays sunnites et à leur tête l'Arabie saoudite, avec de très bonnes relations avec le Pakistan déjà nucléaire, ne va pas permettre l'Iran d'être le joueur, l'acteur nucléaire exclusif dans cette région arabe et perse. Donc ça va ouvrir. Si jamais à juin, il n'y a pas un compromis, il n'y a pas un accord qui dit, et encore, même si c'est signé, rien n'est garanti que les Iraniens ne vont pas continuer leur marche au nucléaire militaire. Si jamais la communauté internationale ne bloque pas ce plan nucléaire iranien d'une façon définitive, ça va être le signe pour l'ouverture d'une course atomique au sein de cette région. Les wahhabites qui contrôlent l'Arabie saoudite ne peuvent pas se permettre qu'un groupe, qu'un État chiite se dote de l'arme nucléaire sans qu'ils peuvent se défendre face aux grandes menaces, surtout, et on ne parle pas trop, surtout quand on regarde la prise de Sanaa, la capitale yéménite, par un groupe soutenu par l'Iran, les Houthis, surtout quand on regarde que l'Iran contrôle l'Irak, contrôle Beyrouth par le biais de Hezbollah, Damas et l'Irak. Mais ce n'est pas tout le territoire. Je crois que l'Arabie saoudite, les pays du Golfe et l'Égypte s'opposent justement à la participation de l'Iran à la coalition contre le Daesh. Ils savent très bien que l'Iran est une partie du problème, ce n'est pas une solution. C'est eux. Pour les pays arabes, vous avez raison. Pour l'Occident, je ne suis pas sûr. En soutenant le gouvernement de Maliki, ils ont provoqué l'insurgence du côté sunnite et la résurgence de Daesh qui, pendant 3 ans, était inexistant. La même chose d'ailleurs en Syrie. Donc je ne crois pas que l'Iran pourra être vraiment un partenaire et je ne suis pas sûr que tous les éléments, ou tous les pays en Occident et même aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui décident au niveau des décideurs qui ne sont pas d'accord que l'Iran est un partenaire dans la lutte contre le Daesh. Mais dont le Congrès, dont les Républicains... Bien sûr, mais même dans l'administration, par exemple, c'est intéressant si Chuck Hagel était d'accord avec cette vision du président Obama qui, comme j'ai dit, a envoyé cette lettre à Khamenei. Je ne suis pas sûr que Hegel était d'accord avec cette lettre. Mais la preuve, c'est que les intérêts iraniens sont moins en danger grâce à l'attitude de cette coalition. Il y a une lutte anti-État islamique, il y a un renforcement de l'armée irakienne. Les Iraniens opèrent sur le territoire irakien comme s'ils étaient chez eux. La question yéménite
zénith, l'Arabie Saoudite a demandé à plusieurs reprises aux Américains de calmer l'Iran, ça n'a pas marché. Merci beaucoup, Ali Waked. Merci, Elie Carmon, d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous. Dans un instant, on parlera des élections présidentielles en Tunisie et des résultats. 2 candidats restent encore en lice. C'est tout de suite, juste après un court journal. Troisième partie du Morning. Rebonjour à tous et merci d'être toujours avec nous dans ce Morning sur i24 News. On accueille ce matin Betsabe Salem, bonjour. Bonjour Eleonore. Et Claude Sidbon. Bonjour Claude Sidbon, vous êtes sociologue, historien et spécialiste de la Tunisie. On viendra avec vous en deuxième partie sur les élections présidentielles tunisiennes. Mais avant, c'est l'heure, et Cyril Amar, excusez-moi Cyril, qui est toujours avec nous ce matin. Betsabe, on revient avec vous sur les émeutes aux États-Unis. Oui, ce qui fait vraiment la une des États-Unis, ce sont ces violents affrontements qui ont volé la vedette, finalement, à la démission même de Chuck Hagel. Alors pourquoi ? Eh bien, un jury populaire a tout simplement décidé de ne pas poursuivre le policier Darren Wilson. Alors ça s'était passé cet été, je vous le rappelle, dans la petite ville de Ferguson, Missouri. Il avait abattu Michael Brown, qui était un jeune noir de 18 ans, qui ne portait accessoirement pas d'arme. Alors aujourd'hui, le policier blanc se retrouve définitivement innocenté sur le plan pénal. Alors la colère monte bien sûr sur place à Ferguson, comme l'écrit le journal local St. Louis Post-Dispatch. Les commerces sont brûlés, saccagés. Il y a même eu des voitures de police qui ont été incendiées. Le journal suit en temps réel, bien sûr, ces événements en dépit de l'heure plus que tardive. Allez, on va poursuivre avec cette démission ou éviction de Chuck Hagel, secrétaire américain à la Défense. Tout à fait, une démission qui révèle au grand jour le peu de loquacité qui a été reproché à Chuck Hagel. Et la presse américaine ne se prive pas d'insister là-dessus, comme le Washington Post. La Maison-Blanche essaie de donner plus de poigne au Pentagone, écrit le journal, qui souligne au passage que Hagel n'a pas fait d'erreur. Non, c'est justement pour ce caractère de simple exécutant que le pauvre homme avait été nommé à ce poste. Le New York Times ne se laisse pas distraire, insistant sur une politique incohérente, des défis incommensurables comme en Syrie ou en Irak, et relevant d'ailleurs une indépendance et une volonté passée de défier les républicains quant au sujet justement irakien, et tout ça qui sont des qualités remarquables, nous dit le New York Times, qui ne se laisse pas avoir. Allez, on va parler de la Russie et des conséquences des sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne. Oui, les sanctions auraient fragilisé donc cette économie qui était déjà chancelante, écrit le Figaro. Par exemple, eh bien, le rouble a perdu un tiers de sa valeur. Alors, le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, s'inquiète surtout d'ailleurs de la baisse du cours du pétrole, attention, qui pourrait occasionner jusqu'à 80 milliards d'euros de pertes par an. Mais Eleonore, tout va bien. Selon Poutine, le chef du Kremlin explique notamment que les sanctions et contre-sanctions russes contre l'agroalimentaire ont eu au contraire pour vertu de dynamiser la production nationale. D'ailleurs, notez qu'un autre ministre, celui du développement économique, est entré en scène pour lui aussi réfuter ces affirmations du ministre des Finances. Il n'a pas justifié sa position. On se demande d'ailleurs s'il a eu vraiment le choix. Alors après Obama, Poutine, Erdogan, il ne s'agit ni de politique ni de budget, il s'agit de femmes. Oui, et c'est une information extrêmement importante. Éléonore, d'ailleurs, elle a fait le tour des médias du monde. Concentrez-vous surtout, Cyril, je vous vois un petit peu distrait. Quelques exemples, la BBC qui cite le président turc affirmant qu'on ne peut pas mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité. Ce serait contre nature, la nature des femmes étant d'ailleurs délicate. Ça a été repris par El Mundo en Espagne, toujours en Europe, par Le Monde en France. La place des femmes, se basant soi-disant sur l'islam, la place des femmes serait la maternité. Je me demande ce que je fais là, de quoi énerver bien sûr les mouvements féministes, souligne par exemple la Repubblica en Italie. C'est où la Turquie ? C'est où la Turquie ? C'est pas loin, c'est quelque part près d'ici. Allez, les femmes, toujours les femmes qui ne savent pas faire que la cuisine et des enfants, c'est ça ? Voilà, la preuve par 4. En Inde, les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook et compagnie auraient tourné la tête aux femmes, enfin pas seulement aux femmes, aux hommes aussi. En fait, ça aurait boosté les infidélités. C'est un sujet publié par le Guardian en Grande-Bretagne qui explique que ces multiples tentations venues des réseaux sociaux, c'est du pain
béni pour les agences privées de détectives, du coup. Et attention, preuve à l'appui des chiffres, rien qu'à New Delhi, eh bien, on en compte 3500. Voilà, c'est un business, hein, ceux qui ne savent pas quoi faire. Ouais. Allez, vous nous emmenez en Argentine où une romancière apprend sur Wikipédia qu'elle va mourir demain. Et voilà, la pauvre, elle apprend qu'elle va mourir demain. Attention, il y a même l'heure à 16h45. C'est écrit sur Wikipédia. Alors, elle a tenu à le préciser publiquement. Ce n'est pas vrai, signant une tribune dans El País, en Espagne. Alors, Slate explique que pour elle, pas de doute, eh bien, cette erreur, absolument pas du tout très sympa, eh bien, est intentionnelle. L'auteur de 54 ans écrit d'ailleurs qu'elle imagine un jeune d'une vingtaine d'années qui s'ennuie un dimanche soir et qui ne sait pas le mal qui lui a fait, comme quoi il y a des blagues qui ne sont pas très drôles. Merci beaucoup, Betsa Bessalem. Allez, on va tout de suite parler justement de ces élections présidentielles en Tunisie. On en parle avec vous ce matin, Cyril Amar. Cyril, des élections présidentielles qui laissent les Tunisiens pantois puisqu'il ne reste que 2 candidats en lice et on se dirige vers un second tour. Alors, il y avait 22 candidats en lice pour cette élection présidentielle. Il n'en reste plus que 2 qui ont le plus grand mal à se départager puisque à ce jour, on a du mal justement à désigner un vainqueur. Il faudra donc certainement attendre le deuxième tour qui se déroulera le 28 décembre prochain avec très certainement, en tout cas c'est ce qu'estiment certains instituts de sondage, une victoire probable. En tout cas, il est nettement favori de Dessepsi, alias BCE, qui est un ancien bourguibiste. Vous êtes d'accord, Claude Silbon, victoire probable de Dessepsi? Je dirais ça d'une autre manière. Je pense qu'il faut d'abord et surtout dire qu'il y a un vent de changement qui souffle sur la Tunisie. En l'espace de quelques semaines, 2 élections, des élections législatives, des élections présidentielles, pas de violence, pas d'effusion de sang, des élections avec des résultats démocratiques. Quand on sait que jusqu'à présent, en Tunisie, on était élu avec 99%, on a des résultats qui sont normaux. C'est ça, la victoire des Tunisiens aujourd'hui, c'est cette transition démocratique. Ça, c'est la première victoire et elle est de taille. C'est-à-dire que c'est une démocratie en marche, une démocratie naissante. Et une fois que l'on a, si vous voulez, donner ce premier point, et qui est de taille, je dirais, nous avons pour le 28 décembre un certain nombre de réflexions qu'il faut faire. La première, c'est la date. Cette date était fixée bien avant. Aujourd'hui, elle risque d'être posée un problème parce que d'ores et déjà, beaucoup de candidats disent le 28 décembre, les gens sont en vacances, les étudiants qui sont une partie importante de Tunis sont dans les villes de l'intérieur, vont-ils voter, ne vont pas-ils voter? Ça, c'est un problème qui va être résolu. Le second problème, qui me paraît plus important, c'est la définition de ce combat. Eh bien, le lendemain des résultats, pour la première fois, Beji Caïd Sepsi, qui est, bourguibiste, parce qu'en fin de compte, très souvent, les médias français parlent de laïc. Laïc, c'est pas très... Il était proche de Bourguiba, c'était oui, déjà un des conseillers de Bourguiba. Donc, laïc, c'est pas le mot que j'aurais employé pour la Tunisie, mais les médias français, comme d'habitude, comprennent très peu de choses, ni à la Tunisie, ni à Israël d'ailleurs. Mais c'est un autre problème. Eh bien, Beji Caïd Sepsi a dit, si vous voulez, hier... Donc au lendemain des élections, ceux qui ont voté pour Marzouki sont des islamistes. Il a, si vous voulez, enlevé ses gants et la bataille a commencé. Alors pourquoi elle a commencé? Pour 2 raisons. Parce qu'il mène au résultat. Mais d'un autre côté, il y a 2 points qui vont être décisifs pour les résultats. C'est d'une part le Front populaire de Hamami, qui est donc l'extrême gauche française, la gauche tunisienne, je perds mon latin, la gauche française. Est-ce que M. Hamami va donner des ordres ou disons des consignes de vote, et auquel cas il y a de fortes chances que M. Sepsi va gagner plus facilement, ou il va laisser ses électeurs voter. Et d'un autre côté, ce qui est beaucoup plus grave, ce sont les supporters de Ennahda. Les supporters de Ennahda, qui eux sont comme le Parti communiste, comme les ultra-religieux en Israël, ils vont comme un seul homme voter pour un seul homme. Alors on reviendra sur le Parti Ennahda. On ne peut pas dire que Essebsi, Cyril Amar, incarne vraiment les aspirations des jeunes Tunisiens. Hein. Oui, parce que s'il était élu, ça en ferait l'un des plus vieux chefs d'État du monde. Et du haut de ses 88 printemps arabes, si j'ose dire, cet ancien
bourguibiste étant en effet loin de la jeunesse révolutionnaire. Mais en même temps, et c'est peut-être ça qui rassure, c'est son grand âge, sa grande expérience, vous avez dit, de la politique, qui rassure peut-être les Tunisiens. Essebsi, alias BCE, a été ministre de la Défense et des Affaires étrangères sous Bourguiba. Il a été président du Parlement pendant les premières années Ben Ali. Et c'est d'ailleurs à lui que les révolutionnaires tunisiens ont fait appel pour organiser la transition politique après la destitution du dictateur tunisien. C'est lui qui avait, rappelons-nous, organisé même les premières élections démocratiques quand il était Premier ministre transitoire en 2011. Et des élections qui avaient vu, vous en souvenez, donc la victoire des islamistes d'Ennahda. Mais vous savez, Saint-Augustin, qui était un petit peu tunisien, même s'il est né à Bonn, a dit en parlant de la vieillesse, ce sont des jeunesses successives. Des jeunesses successives, c'est joli, c'est pas mal. Non, voilà, donc ça, si Essebsi l'emportait, ça conforterait quand même sa victoire aux législatives, puisque on se rappelle que le parti Neda Tounes, dont il est le chef de file, a remporté 85 des 217 sièges de l'Assemblée. C'est un joli score, mais pas de majorité absolue. Donc le premier test pour BCE, ça sera donc de former une coalition gouvernementale. Mais la vie politique tunisienne post-révolutionnaire, on le sait, elle est marquée par l'éclatement des petits partis. Un chiffre, 1300, c'est le nombre de listes Éléonore présentées pour les dernières élections législatives. C'est dire le plus grand mal qu'aura BCE à former une coalition gouvernementale. Alors, autre test pour ce nonagénaire tunisien, c'est la politique étrangère. Il faudra évidemment se méfier du voisin libyen avec le djihadisme galopant qui sévit du côté de la Libye, et puis le terrorisme en Algérie, et puis peut-être un des défis de taille, ça va être celui de séduire de nouveau les investisseurs étrangers pour essayer de renflouer les caisses d'une économie tunisienne qui, on sait, est exempte. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue du scrutin, on ne va pas voler. Claude Silbon l'a dit précédemment, sa principale victoire, celle d'avoir réussi une transition modèle du printemps arabe. La Tunisie qui a été donc la pionnière du printemps arabe et qui a réussi là où d'autres ont échoué. Je pense notamment à la Libye qui a sombré dans la violence, ou encore à l'Égypte qui, elle, il faut bien l'avouer, est en train de faire un retour à l'ancien régime. Comment on explique l'exception tunisienne, Claude Silbon ? Comment expliquer cette exception tunisienne au milieu de ce marasme maghrébin ? D'abord, sa situation géographique. Vous savez, une fois, Albert Memmi a écrit « Je fais 500 pas, je perds la tête, les vandales, toutes les invasions de la Tunisie font que le Tunisien est un homme ouvert. » Ceci dit, je crois que ce qui me paraît important, c'est que la Tunisie a des éléments, si vous voulez, une classe moyenne extrêmement importante. D'un autre part, une une densité de tourisme aussi importante, des jeunes, même si... Une volonté de modernité peut-être que non pas... Évidemment, une ouverture, et comme vous dites, une armée qui est une armée, c'est-à-dire non pas... qui respecte les lois démocratiques. C'est pas par hasard qu'un journaliste économique a dit que tous ces éléments, avec la victoire de M. Essebsi, risquent de faire de la Tunisie le tigre de la Méditerranée. Le tigre de la Méditerranée. Alors justement, 2 candidats au second tour, aucun représentant de l'islam. C'est étonnant quand même. On peut se demander quel poids a l'islam aujourd'hui encore en Tunisie. D'abord, je vais vous dire, il faut d'abord dire une chose qui me paraît importante, c'est que la Tunisie n'est pas un pays islamique. Depuis Bourguiba, on a eu une ouverture d'esprit qui fait que ces gens sont beaucoup plus ouverts vers l'Occident que les gens en Arabie Saoudite ou dans le vilain petit Qatar. Qatar, c'est pas la même chose. Mais en Tunisie, si vous voulez, ce qui va être décisif, c'est de savoir comment ce président qui est élu pour 5 ans et réélu qu'une seconde fois va constituer son gouvernement. Parce que le seul pouvoir qu'a le président de la République, il est d'une part un poids moral, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, il est élu au suffrage universel, c'est la première fois. Et la seconde fois, c'est que son pouvoir est de donner la moyen de constituer un gouvernement, non pas à celui qui a le plus grand nombre de députés, mais à celui qui est capable de constituer une majorité. Vous dites que la Tunisie n'est pas un pays islamique, d'accord, mais Ennahda avait quand même séduit les Tunisiens. Sans aucun doute. Écoutez, je vais vous dire, c'est, je dirais, la chose la plus grave qui est arrivée à la Tunisie. Moi qui suis né en Tunisie, qui voyage en Tunisie très souvent, j'ai été effaré ces dernières années de voir ce que l'on n'avait jamais vu à Tunis, où de Bourguiba avait le Sefsari, ce qu'on appelle le niqab aujourd'hui, un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble, de voir que même dans les beaux quartiers de Tunis, les gens s'étaient un petit peu islamisés, mais ça, il y a une raison qui est très, très simple que les gens ignorent, c'est que la télévision Al Jazeera a joué le rôle le plus pernicieux dans le monde arabe, et c'est, si vous voulez, introduit en introduisant toutes ces idées pernicieuses d'un islamisme le plus retardé, le plus retardataire.
Alors comment les Tunisiens s'en sont sortis justement? Comment ils se sont sortis parce qu'ils sont Tunisiens, j'allais dire. Non, mais c'est vrai, on peut dire qu'il y a eu des dégâts pendant ces 3 ans. Il y a eu des assassinats politiques. Belaïd et Brahimi ont été assassinés, ça s'est jamais vu en Tunisie. On a vu, si vous voulez, le rôle de la femme réduit. On a vu un rôle de l'islam de plus en plus important. Le fait que ces élections ont eu lieu et ont eu lieu de manière démocratique, je crois que c'est une victoire dans le monde arabe, la première fois que ça se passe. On dit beaucoup que le rôle de la femme a énormément joué aussi dans la transition démocratique tunisienne et que les droits qu'ont acquis les femmes au cours des années, elles n'étaient pas prêtes finalement à les abandonner. C'est ça peut-être aussi qui a sauvé la démocratie tunisienne? Je dirais, vous avez entièrement raison, parce que le rôle de la femme en Tunisie est prépondérant. Le 13 août 1956, c'est-à-dire quelques mois après l'indépendance, la première chose que Bourguiba a fait, c'est le rôle de la femme. Pendant ces années de Bourguiba, il n'a pas touché. Ben Ali, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, n'a pas touché au rôle de la femme, et donc la femme est un vecteur. On a dit que c'est l'avenir de l'homme, mais c'est aussi l'avenir de la Tunisie. On devrait envoyer Erdogan faire un stage en Tunisie. Comment? On devrait envoyer Erdogan faire un stage en Tunisie. Très bonne idée. Mais vous savez, il fut un moment où Erdogan, c'était la Turquie. Merci Claude Sidbon, merci Cyril Amar, merci Bessabé Salem d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que mercredi soir, vous retrouverez Cyril Amar comme chaque semaine dans l'émission Focus dès 20h40, heure française, pour cette émission consacrée à la Tunisie. Voilà, Valérie Trierweiler, dans quelques minutes, on parlera de sa tournée. Son livre « Merci pour ce moment » s'apprête à être traduit en 12 langues. On verra quel accueil lui réservent les médias étrangers. À tout de suite. Il est 9h42 à Tel Aviv et c'est l'heure de la revue du web avec vous, Rudy Saada. Bonjour, bon retour parmi nous. On commence donc cette revue du web avec les réactions des internautes, réactions très vives suite à la décision prise par les États-Unis après de ne pas poursuivre le policier qui avait tué sur Mike Brown, le jeune américain. Il n'y a pas qu'un le web qui s'enflamme, on l'a dit, il y a la rue américaine qui s'enflamme comme ici. On va le voir à Seattle. Alors ce genre d'image arrive en pagaille sur le net autour du hashtag Ferguson Decision. On y voit New York, on y voit Chicago, Oakland ou Seattle. On va voir sur la prochaine image des images donc, de voitures brûlées, d'émeutes au total. On note ce matin 450 000 occurrences en 1 heure de ce hashtag et 3 millions de tweets avec le mot Ferguson Decision ou Ferguson. Et ça vient de par le monde car l'indignation est internationale et ne concerne pas que les États-Unis. Les réactions viennent de partout dans le monde. On parle évidemment de ségrégation, d'injustice. Par exemple, pour le tweetos Ladji Minkoro, même à Seattle où 90% de la population est blanche, les gens protestent. Pour lui, c'est une question de justice et non pas une question de guerre raciale. Kenza, elle, se demande si aux États-Unis, on peut tuer des citoyens américains de couleur en toute impunité. Elle parle, elle, justement, de retour à la ségrégation raciale. Et puis, dans ce flot unanime de condamnation, il y a cette image de drapeau américain brûlé qui choque certains Américains justement et ce tweetos relaye cette image avec le mot ridiculous, ridicule. Et puis la conclusion, elle est pour Gide qui nous dit ceci: salut à toi qui espérais hier soir te réveiller ce matin dans un monde meilleur, apaisé. Eh bien ce n'est pas pour aujourd'hui. On verra si ça influence les autorités américaines à changer leur verdict. On parle maintenant du premier camp de réfugiés syriens à avoir un compte Twitter. Oui, c'est une initiative d'un travailleur des Nations Unies présent sur place depuis octobre 2013. Elle anime ce compte Twitter pour nous faire prendre conscience de ce qu'est la vie dans le camp de réfugiés de Zaatari. C'est en Jordanie, c'est un camp qui accueille 81 000 exilés syriens et qui est considéré comme la 5e ville au niveau de sa population, 5e ville de Jordanie. Alors le blog Big Brother, le blog du Monde, nous fait découvrir ce matin donc ce compte et il nous dit qu'on y recense même 11 naissances quotidiennes dans ce compte, dans ce camp de réfugiés. Absolument. Donc on a bien compris que l'objectif c'est de montrer le quotidien des réfugiés. Oui, voilà, c'est
une prise de conscience de leur quotidien, de la vie de ces 81 000 Syriens qui ont fui leur pays pour échapper à la guerre. Et l'idée, c'est de se plonger au quotidien dans ces images. On voit d'ailleurs le camp avant et après, donc pour se rendre compte de la population avec ce comparatif 2012-2014. Et puis on voit aussi comment la vie se réorganise. Le camp compte par exemple 11 écoles dans lesquelles étudient 22 000 enfants, 57% de la population a moins de 18 ans dans ce camp. Et on voit des choses tout à fait étonnantes comme des commerces rouvrir, des images de restaurants et même des labos. Alors je vous invite à vous abonner à ce compte qui s'appelle Zaatari Camp, qui n'a rien de voyeuriste et qui est tout simplement réaliste avec ses touches d'espoir, mais aussi un reflet de la dure réalité du conflit et de ce que vivent les Syriens qui sont exilés dans actuellement. Ces camps de réfugiés. Ouais. Alors on va parler d'un très bel anniversaire. On va voir que Facebook a également des atouts et des points positifs, puisque grâce à Facebook, ça peut arriver, grâce à Facebook, un jeune homme trisomique a pu célébrer son anniversaire. Oui, ce sont les belles histoires comme on aime à raconter sur ce plateau, on aime en vivre sur le net. Une chaîne de solidarité toute simple. Alors ça se passe dans le nord de la France, du côté de Calais. À la base, il y a ce message que vous voyez posté par le père de Manu. Donc il explique que son fils va avoir 30 ans le 22 novembre et il demande à ses amis, soit une vingtaine de contacts, de lui envoyer une carte de vœux pour célébrer ses 30 ans en disant voilà, prenez quelques minutes et ça lui fera énormément plaisir. Sauf que la magie d'Internet a opéré, ce n'est pas 20 mais 3000 cartes qu'il a reçues en ce jour du 22 novembre dans l'établissement médico-social pour adultes dans lequel il est pris en charge, car le message a été partagé plus de 120 000 fois et que les cartes sont arrivées de partout. C'est ce qu'explique la mère Jacqueline, la mère de Manuel. Elle déclare au Huffington Post que les cartes venaient du Sri Lanka, de Chicago, de Hong Kong avec des dessins d'enfants. Il y a même des classes entières qui ont signé la carte. Voilà une jolie chaîne de l'amitié et de solidarité à quelques semaines de Noël. Ouais, un bel anniversaire pour Manuel. Allez, on termine, vous m'avez dit, par des images qui vont me faire plaisir, oui, à moi. Absolument, c'est une série de photos complètement inutiles, journalistiquement sans aucun intérêt, mais pas tout à fait, car elle risque de vous faire plaisir. Alors j'ai bien compris que vous n'aimez pas trop les chats et que vous êtes plutôt côté chien. Alors je vous ai sélectionné quelques images de chiens au travail qui a publié la semaine dernière le site BuzzFeed. Alors je sais que vous aimez la mode, donc on va commencer par ce chien Trendy qui travaille dans ce magasin voilà, de mode et de fringues. On va voir ce coursier. Alors ce qui est assez dingue, c'est noter le fil de bave quand même du chien. Oui, il y a le fil de bave, mais il y a aussi la même expression que son maître à côté. Ça, vous allez dire que le maître avait aussi le fil de bave. Non, mais c'est juste qu'il lui manque, mais ils ont à peu près le même regard de satisfaction. Voilà, on va passer maintenant à un côté un peu plus sexy avec ce chien qui s'exerce au pole dance. Et puis si un jour vous avez un problème pour animer votre morning, vous pouvez toujours faire appel à ce chien qui a co-animé une émission aux États-Unis. Et puis on termine par une mise en abîme, le chien qui trouve du boulot en baladant d'autres chiens. Voilà. Pas mal du tout. Merci beaucoup, Rudy. Betsabe, on passe avec vous à une histoire un peu différente, une histoire d'amour, de pouvoir, de politique. Il s'agit bien entendu du livre de Valérie Trierweiler, ex-première dame de France. Elle en fait la promotion en ce moment même en Angleterre avec son livre Merci pour ce moment. Oui, qui a été traduit donc, et attention, ce n'est que le début. Éléonore, en tout 12 traductions sont prévues, pas moins, avec promotion oblige bien sûr des interviews pour les médias étrangers, notamment la Repubblica italienne avec cette révélation. Je cite, François Hollande est venu il y a quelques jours me dire qu'il ne m'en voulait pas pour le livre et m'assurer que Julie Gaillet ne vient jamais à l'Élysée. Et de conclure, à l'évidence, le mensonge nous a accompagnés jusqu'à la fin. On entend presque la musique de Santa Barbara. Avec le Times britannique, elle accuse l'Élysée d'avoir ordonné aux médecins de la Pitié-Salpêtrière, je cite, d'augmenter la dose de sédatifs pour l'empêcher de rejoindre François Hollande. Rudy, ça vous fait rêver apparemment. Il était à ce moment-là à Tulle et apparemment le président n'avait pas très envie que sa nouvelle ex vienne le rejoindre. Elle cite en outre certaines méthodes impliquant la police française. Elle aurait même été suivie, espionnée et attention, François Hollande lui aurait dit « Je saurai toujours où te trouver », ce qui est pénalement
légalement d'ailleurs incriminable. Et bien sûr, elle revient sur le moment où elle découvre cette relation avec Julie Gaillet, qui accessoirement est très jolie, ça n'aurait échappé à personne. Le Times qui souligne au passage que pendant 18 mois, Trierweiler avait été la première dame, qu'elle participait à des sommets, elle montait à bord de jets présidentiels, qu'elle a même rencontré Michelle Obama. Apparemment, c'est un argument de taille et que donc cette rupture a mis fin à tout cela. Alors, il faut dire que les médias ne font pas vraiment l'apogée de son livre. Alors, certains médias ne font pas l'apogée de son livre. C'est le cas du Guardian qui titre une lecture douloureuse. Et ce n'est pas fini. Enchaîne sur une suite de clichés, je cite, assez venimeux pour faire couler un gouvernement. Alors d'aucuns vous diront que le dit gouvernement n'a pas forcément besoin d'elle pour ça. L'auteur est bien une narcissique prétentieuse qui semble avoir construit une carrière entière autour d'un ego fragile. Reprend faussement choqué en France le Nouvel Obs qui en remet une couche. Le bouquin, dit-il, de Trierweiler étrillé par le Guardian. En même temps, il n'a pas tort. Et attendez, ce n'est pas tout. La presse française a décidément de quoi se mettre sous la dent ces jours-ci. J'ai nommé Julie Gaillet. Et oui, une jolie Gaillet, regardez, confortable à l'Élysée même. Vous allez voir le titre de Voici Julie Gaillet comme chez elle au Palais. En fait, il y a eu des clichés qui ont été pris et ils ont été publiés cette semaine. 3 photos plus ou moins voilées qui quand même embarrassent l'Élysée, nous dit Le Monde. Et oui, parce que ça remet en cause aussi la sécurité du palais présidentiel. Hollande ne peut plus faire ce qu'il veut. Oui, on va justement en parler avec Christine Clair, journaliste et écrivain et auteur de Tigre et Tigresse, un pouvoir nommé désir. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin par téléphone. Est-ce qu'on peut parler d'un changement décisif de l'image de première dame aujourd'hui? Il y avait eu un premier changement avec Cécilia Sarkozy qui avait quitté le palais, qui a été la première dame à s'en aller pendant le mandat présidentiel. Et puis là, c'est carrément une rupture, effectivement, parce que non seulement elle est partie d'une certaine façon répudiée, mais elle se venge en public et elle se venge à l'échelon international, oui. C'est ce qui porte atteinte à la fois au président et à la France. Alors justement, est-ce que ce comportement, ce déballage un peu sur la scène publique, est-ce que ça a des conséquences sur l'image même du président français? Oh oui, bien sûr, il a déjà eu des conséquences auprès des Français. Et maintenant, il va en avoir sur le plan international parce que son image est déjà très affaiblie. En Grande-Bretagne, on sait que nos amis britanniques aiment beaucoup se moquer des présidents français. On se souvient de Jacques Chirac caricaturé en vers de terre lorsqu'il avait refusé de se joindre à la guerre en Irak. Et maintenant, c'est Hollande ridiculisé pour sa vie privée. Donc, bien sûr que ça amoindrit l'image et du président et de la France. Et d'après ce que j'ai compris, la tournée va se poursuivre jusqu'en Chine. Ah oui, jusqu'en Chine. Enfin, aux États-Unis, en tout cas, scandales et politiques ont toujours fait teint et s'étalent sur la voie publique. En France, les politiques avaient plus tendance jusqu'ici à garder ce genre de drame en secret. Qu'est-ce qui a changé ? Et ce qui a changé, c'est à la fois Internet, c'est à la fois les magazines comme Voici et Closer. C'est peut-être aussi que, vu l'échec des idéologies, on ne parle plus de débats d'idées. Il n'y a plus que des débats des querelles et des bagarres de personnes. Donc l'intérêt accordé à la vie privée, à la personnalité des élus est beaucoup plus grand. Et puis, ce monde moderne, peut-être, est en train de transformer les citoyens que nous étions en voyeurs. Alors, un mot peut-être sur ces clichés qu'on a pu voir dans le journal Voici. Il n'y a pas si longtemps, il aurait été impensable d'avoir un président divorcé. Une maîtresse à l'Élysée, elle a ses chances aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ses chances? Est-ce qu'on peut imaginer une maîtresse officielle à l'Élysée, une compagne? On l'a eu déjà, puisque Valérie Trierweiler n'était pas... elle était quand même plus officielle, elle avait un statut plus officiel que celui de Julie Gaillet aujourd'hui. On peut effectivement imaginer qu'au bout de quelques temps, Julie Gaillet devienne officielle.
soit que le président ait perdu tout espoir d'être réélu, alors après tout il s'en fiche, il peut vivre sa vie et la montrer, soit au contraire qu'il souhaite être réélu et qu'après tout ils se disent que c'est une carte dans son jeu et qu'il faut mieux la montrer que de rester caché avec le risque de photos volées. Je pense qu'au bout d'un certain temps, bien entendu, elle va rentrer dans le jeu. Maintenant, je ne sais pas si c'est une chance pour elle dans sa vie. Merci beaucoup Christine Clair. Je rappelle que vous êtes auteure du livre Tigre et Tigresse, un pouvoir nommé désir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis dans l'actualité culturelle, le musée des Beaux-Arts de Berne en Suisse qui accepte de recevoir l'une des collections les plus importantes, mais aussi, vous allez le voir, les plus controversées. Il s'agit de chefs-d'œuvre légués par le collectionneur allemand Cornelius Gurlitt, accusé d'avoir profité des largesses du régime nazi pour se procurer des tableaux ayant souvent été volés à des juifs. Regardez. Les dernières volontés de Cornelius Gurlitt sont désormais exaucées. Ce lundi, le musée des Beaux-Arts de Berne a annoncé qu'il acceptait l'héritage du collectionneur d'art allemand. Un héritage aussi éblouissant qu'encombrant, puisque parmi les 1500 œuvres offertes au musée, 500 pourraient avoir été spoliées à des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons longuement et sérieusement négocié et débattu. Je pense que fin juillet, nous avons envoyé un signal fort quand j'ai certifié à Berne que l'Allemagne assumerait ses responsabilités sur la gestion de cet art spolié. Ces œuvres, dont l'origine reste floue, seront dans un premier temps conservées en Allemagne et exposées sur un site internet. Un groupe d'études est chargé d'enquêter sur leur provenance. S'il est avéré qu'un tableau est issu de spoliation, il sera remis aux ayants droit. Nous avons pris acte de ce que font ces membres de la famille Gurlitt, mais pour nous, ce n'est pas une affaire qui a influencé notre décision. Nous sommes très tranquilles en ce qui concerne les clarifications juridiques. La collection de Cornelius Gurlitt regorge de trésors, parmi lesquels des Picasso, Monet ou Chagall, une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pourtant, de l'aveu même du responsable du musée de Berne, cet héritage contesté n'a en aucun cas suscité de sentiment de triomphe. Voilà pour ce reportage signé Léa Volbert. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Rudy Sada et Betsa Bessalem d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous comme chaque jour, demain matin, même heure, même endroit pour une nouvelle émission. En attendant, restez sur i24 News. Plus d'infos à suivre dans un instant.